Savez-vous ce que signifie vraiment se sentir chez soi? Pour la plupart d'entre nous, ça veut dire 4 murs qui tiennent, un toit qui ne fuit pas, un sol stable et la certitude que le terrain sous nos pieds sera encore là demain. Imaginez maintenant l'inverse. Un plafond qui est un bloc de pierre pesant plus lourd qu'un avion de ligne et qui presse sur votre maison depuis 8 siècles. Une cabane plantée sur un rocher minuscule au milieu d'un courant violent, détruit 7 fois par les crues et reconstruit 7 fois. Un monastère accroché à une falaise avec de la boue et des bouts de bois, où le seul chemin vers votre porte est une corniche à 300 mètres au-dessus d'un gouffre sans aucune rambarde. Ce ne sont pas des ruines, ce ne sont pas des décors de films. Des gens vivent là, maintenant. Des familles mangent à table, des enfants s'endorment. Et la vie ordinaire continue dans des endroits tellement extrêmes que la plupart d'entre nous n'y survivraient pas une seule nuit. Voici notre compte à rebours des 10 maisons les plus folles de la planète, celles où même les propriétaires hésitent avant de fermer la porte le soir. Restez jusqu'à la fin, parce que la numéro 1 est une minuscule baraque en bois plantée sur un caillou dans une rivière serbe, et que cette baraque a été mise en pièces 7 fois par les flots. 7 fois quelqu'un est retourné là-bas pour la reconstruire. Avant de commencer, dites-nous d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. On veut voir jusqu'où cette vidéo voyage. Numéro 10. Castellfollit de la Roca, en Catalogne espagnole. Quelque part dans la région volcanique de la Garrotxa, perché sur une crête de basalte vieille de plusieurs millions d'années, il existe un village qui ressemble à une hallucination géographique. Une bande de roches noires d'à peine 90 mètres de large pour plus de 50 mètres de haut, prise en étau entre deux rivières, la Fluvia et la Toronelle. Et sur cette bande de roches, des maisons, pas à côté, dessus. Les murs arrière des habitations touchent directement le bord. Aucun recul, aucun trottoir, aucun filet de sécurité. Quand le terrain s'arrête, c'est le vide. 50 mètres de chute jusqu'à l'eau. Au point le plus étroit, le village tient sur une seule rue. Si vous vous placez au bord et que vous regardez en bas, vous voyez la rivière. Et c'est tout. La roche volcanique qui supporte tout ça est vieille de millions d'années. Elle s'est formée à partir de coulées de lave issues de 2 volcans éteints. Mais elle n'est pas immortelle. L'eau s'infiltre dans les fissures, gèle l'hiver, emporte des fragments au fil des saisons. Des pans entiers du rebord se sont déjà effondrés depuis que les archives photographiques locales ont commencé à documenter le site. Aujourd'hui, près de 1000 personnes vivent en cela. Elles se garent au bord du précipice. Elles cultivent des jardins dont la limite arrière est une falaise. Et chaque jour, leurs enfants jouent à quelques mètres d'une chute qui ne pardonne pas. Le village tient depuis près de 1000 ans. La roche, elle, est là depuis des millions d'années. Mais aucune roche ne promet l'éternité. La lave s'est refroidie, l'érosion a commencé, et elle n'a jamais cessé. Et si l'idée de vivre sur un bloc qui perd ses bords vous met mal à l'aise, attendez de voir le suivant. Parce que dans le prochain lieu, les maisons ne sont pas sur la roche. Elles sont à l'intérieur. Numéro 9, Kindovan, dans le nord-ouest de l'Iran. En 1230 de notre ère, pendant que les cavaliers mongols dévastèrent la Perse, des familles fuyaient vers les hautes terres volcaniques au sud de Tabriz. Elles ne cherchaient pas seulement à se cacher, elles cherchaient à disparaître totalement. C'est alors qu'elles ont vu ces étranges cônes de pierre sculptés par des millénaires d'érosion dans les cendres du mont Sarand, des piliers de taupe volcanique, une roche tendre issue de la compression des cendres, haut de 10 à 15 mètres, dressée sur le flanc de la colline comme une forêt de bougies minérales. Les réfugiés ont creusé l'intérieur de ces cônes, étage par étage. Bétail en bas, vie courante au milieu, provisions tout en haut. 700 ans plus tard, des gens y habitent toujours. Plus de 600 habitants. Des antennes paraboliques poussent au sommet de formations creusées à la main avant la Renaissance. Des câbles électriques courent dans des tunnels taillés dans la roche volcanique. Des familles préparent dans leurs repas à l'intérieur du cône, étendent dans leur linge entre les cheminées de pierre et élèvent des enfants dans des logements sans angle, sans mur plat, sans aucune des contraintes d'une habitation ordinaire. Les relevés de température effectués par l'Organisation du patrimoine culturel iranien montrent que le tuf offre une isolation naturelle exceptionnelle. Quand le mercure dépasse 35 degrés à l'extérieur, il fait frais dedans. Quand l'hiver descend en dessous de -15, il fait doux. La pierre respire. Elle régule l'humidité. Et elle maintient des conditions habitables sans aucune climatisation mécanique. Ce n'est pas un site préservé pour les touristes comme la Cappadoce en Turquie, où plus personne ne vit. Kindovan est un village qui fonctionne. Il y a une école, une mosquée sculptée dans l'un des plus grands cônes, un petit dispensaire dans un autre. Ce n'est pas un musée. C'est une communauté vivante. Les Mongols qui les ont chassés là ont disparu depuis longtemps. Les gens qui se cachaient d'eux n'ont jamais bougé. Numéro 8, Gamvier, au Bénin.
À la fin du XVIIe siècle, le royaume du Dahomey menait des campagnes de capture d'esclaves à travers l'Afrique de l'Ouest, des villages entiers vidés. Hommes, femmes, enfants enchaînés vers la côte pour être vendus aux trafiquants européens. Le peuple Tofinu, installé dans les zones humides près du littoral, a fait un calcul terrifying, se faire prendre ou s'effacer totalement. Ils connaissaient une faille chez leurs poursuivants. Les guerriers fonds du Dahomey étaient soumis à un interdit spirituel. Leur était tabou. Leur croyance leur interdisait d'attaquer quiconque vivait sur un lac. Alors, les Tofinu ont bâti leur village entier sur le lac Nokwe. Et les raiders ne pouvaient pas suivre. 3 siècles plus tard, Gambier compte plus de 20 000 habitants. Chaque structure repose sur des pilotis de bois plantés dans le lac. Les maisons s'élèvent à 2 ou 3 mètres au-dessus de la surface. Les écoles sont sur des plateformes. Les marchés flottent sur des embarcations. Une église tient sur des pieux enfoncés dans la vase. Aucune rue, aucun trottoir, aucun sol ferme sous le village. Juste de l'eau. Selon l'UNESCO, qui a proposé Gambier au patrimoine mondial, le site représente l'un des exemples les plus exceptionnels d'adaptation humaine à une menace à la fois politique et environnementale dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Les pilotis doivent être remplacés ou renforcés tous les 15 à 20 ans parce que le bois pourrit dans l'eau. Les enfants apprennent à pagayer avant de savoir marcher sur de longues distances. Chaque tâche quotidienne, faire les courses, rendre visite aux voisins, aller à l'école, aller à la messe, exiger une pirogue. Il n'y a pas d'alternative. Si votre embarcation coule, votre trajet devient une baignade. La pêche fournit la base de l'alimentation et du revenu. Mais les ressources du lac ne sont pas infinies. La surpêche inquiète. Et le dérèglement climatique modifie les niveaux d'eau d'une manière que les techniques de construction traditionnelles n'avaient pas prévue. Gambier a été construite pour échapper à l'esclavage. 300 ans plus tard, les descendants de ses fondateurs y sont toujours sur l'eau. Toujours sans terre sous les pieds. La menace qui a créé le village a disparu, mais le village reste, parce qu'un foyer bâti pour sauver une vie devient un foyer qui mérite d'être transmis. Numéro 7. Les maisons arbres des Korowai, en Papouasie indonésienne. En 1974, une équipe de missionnaires néerlandais s'enfonçait dans les forêts de basse altitude de Papouasie quand elle a découvert quelque chose que le monde extérieur ne soupçonnait même pas. Perchées au-dessus du sol forestier, à peine visibles à travers la canopée, des structures de bois s'accrochaient au sommet d'arbres immenses. Pas de plateforme autour des troncs. Des maisons dans les arbres à 35 mètres du sol. Certaines atteignaient 50 mètres. La tribu Korowai vivait là depuis des générations. Sans contact avec aucune autre civilisation. Sans outils métalliques, sans écriture, sans aucune idée qu'un monde puisse exister au-delà de leur forêt. Les travaux ethnographiques conduits au début des années 2000 par l'anthropologue Rupert Stash de l'université Reed ont documenté une croyance stupéfiante chez les Korowai. Pour eux, le monde s'arrêtait au bord de la jungle. La méthode de construction est à couper le souffle. Les Korowai choisissent le plus grand arbre du secteur et sciant sa couronne pour obtenir une plateforme horizontale au sommet. Des perches supplémentaires sont ligaturées au tronc avec des lianes de rotine pour former l'armature. Murs et planchers sont assemblés avec de l'écorce et des feuilles de palmier. Le tout est relié au sol par un seul poteau, un tronc dans lequel on a taillé des encoches pour servir d'échelle. Les familles montent et descendent ce poteau plusieurs fois par jour. Adultes, enfants, personnes âgées, transportant eau, nourriture, bois de chauffe et outils de chasse. Une chute de 35 mètres sur le sol de la forêt ne laisse aucune chance de survie. Pas de filet, pas de harnais, pas de rambarde. Ces maisons en hauteur remplissent des fonctions vitales. Le niveau protège des crues de mousson qui peuvent recouvrir le sol forestier sous plusieurs mètres d'eau. L'altitude éloigne des moustiques porteurs du paludisme. Et le poteau d'accès unique peut être retiré ou détruit en quelques secondes, coupant l'accès à quiconque n'est pas invité. Mais ces maisons sont temporaires. L'humidité de la jungle et les termites consument le bois en 3 à 5 ans. Quand une maison se dégrade, la famille en construit une autre plus loin dans la forêt, plus haut dans la canopée. Toute leur histoire architecturale est un cycle de construction et d'abandon qui se répète depuis des siècles. Pas d'électricité, pas de métal, pas de roues, pas la moindre connaissance du monde au-delà des arbres. Et des familles qui dorment chaque nuit à 35 mètres du sol sur des plateformes qui n'existeront plus dans 5 ans. Numéro 6. Civita, dit Bagnoregio, dans le Latium italien.
Au tournant de l'an 2000, un journaliste italien du nom de Bonaventura Tecchi a écrit que visiter Civita di Bagnoregio, c'était comme regarder quelqu'un mourir très lentement. Le village portait déjà depuis des décennies un surnom qui lui collait comme une malédiction, la Città che muore. La ville qui meurt. Civita a été fondée il y a plus de 2500 ans par les Étrusques sur un plateau de touffes volcaniques au centre de l'Italie. C'était autrefois une cité florissante reliée au paysage environnant par des ponts naturels. Puis l'érosion a creusé de profondes ravines de chaque côté, tranchant dans la roche volcanique tendre comme de l'eau dans du sucre. Les ponts se sont effondrés. Le plateau a rétréci. Civita s'est retrouvée isolée au sommet d'un piédestal qui diminue un peu plus chaque année. Aujourd'hui, le seul accès au village est une passerelle piétonne étroite, longue d'environ 300 mètres, qui monte en pente raide depuis la ville moderne jusqu'à la porte ancienne. Pas de route, aucune voiture ne peut entrer, aucune ambulance ne peut atteindre un résident, aucune pompe à incendie ne peut approcher un bâtiment en flammes. Les relevés géologiques conduits par l'Institut national de géophysique et de volcanologie italien indiquent que le touffe volcanique sous Civita s'érode à raison de plusieurs centimètres par an. Sur une décennie, c'est un demi-mètre. Sur un siècle, c'est 5 mètres. Sur les 2500 ans écoulés depuis la fondation, le plateau a perdu une part significative de son empreinte initiale. Des bâtiments, qui se trouvaient autrefois au centre du village, sont aujourd'hui au bord. Des structures qui étaient au bord sont déjà tombées dans le ravin. L'État italien a dépensé des millions pour des projets de renforcement. Injection de béton dans la falaise, système de drainage, murs de soutènement. Rien de tout ça n'a arrêté l'érosion. Tout ça l'a seulement ralenti. Moins de 10 personnes vivent à Civita à l'année. Le village survit principalement grâce au tourisme, avec des centaines de milliers de visiteurs qui franchissent la passerelle chaque année pour voir ce que beaucoup appellent la plus belle agonie d'Italie. Le plateau rétrécit, les ravines s'élargissent, la falaise cède un peu plus à chaque tempête. Et quelque part dans le futur, peut-être dans un siècle, peut-être plus tôt, le dernier mur se fissurera, la dernière pierre tombera et la ville qui meurt mourra pour de bon. Numéro 5. C'est une île de Las Bodegas, dans la province de Cadix. En 1484, après un siège de 7 jours, la couronne espagnole a pris la forteresse mauresque de Setenil de Las Bodegas. Les soldats qui entraient dans la ville s'attendaient à trouver des fortifications classiques, des murs, des tours, des portes. Ce qu'ils ont découvert les a laissés bouche bée. Une ville construite à l'intérieur d'une montagne. La rivière Trejo avait passé des millions d'années à creuser la roche basaltique, créant d'immenses surplombs au-dessus du lit, comme des vagues de pierre figées en plein élan. Les morts avaient bâti leur maison sous ces surplombs, utilisant la roche elle-même comme toiture. Pas de tuiles, pas de charpente, aucune construction au-delà du premier niveau. Juste des milliers de tonnes de montagnes pressant depuis le haut. Les Espagnols ont conservé le principe. Pendant les 5 siècles qui ont suivi, chaque génération a continué à bâtir dans la roche et sous la roche. Aujourd'hui, des rues entières passent sous des tunnels de falaises. Vous marchez dans une rue ensoleillée et soudain, le ciel disparaît. La roche se referme au-dessus de vous. Des bâtiments bornent les deux côtés, leurs murs blanchissent à chaud, brillant dans la lumière tamisée sous un plafond de basalte qui pèse plus lourd que tout ce que l'ingénierie humaine a jamais délibérément placé au-dessus d'un lieu de vie. Selon la municipalité de Setenil, les formations rocheuses sont géologiquement stables. Aucune modification structurelle majeure n'a été enregistrée dans l'histoire de la commune. Les surplombs de basalte sont en place depuis des millions d'années. Ils ne bougeront pas. C'est la réponse rationnelle, et elle est très probablement correcte. Mais la rationalité vacille quand on est couché dans son lit la nuit et que le plafond au-dessus de votre foyer n'est ni du plâtre, ni du bois, ni du béton, mais de la roche brute, des milliers de tonnes suspendues dans le vide au-dessus de votre famille endormie. Les habitants de Setenil dorment sous cette roche depuis 800 ans. Elle n'a jamais chuté. La géologie dit qu'elle ne chutera pas. L'ingénierie dit qu'elle est stable. Mais quelque part, au fond de chaque esprit qui a jamais vécu sous ce surplomb, une voix pose la question que la géologie ne peut pas garantir avec une certitude absolue. Et si cette nuit était différente? Numéro 4. Le monastère de Phuktal, au Ladakh indien. Au début du XIIe siècle, un moine bouddhiste du nom de Gangsem Sherab Sampo parcourait la région du Zanskar dans l'Himalaya indien, à la recherche d'un lieu d'isolement absolu. Il a trouvé une ouverture de grotte dans une paroi verticale au-dessus de la rivière Zarap, à une altitude où l'air se raréfie et où chaque souffle demande un effort conscient. Il a regardé la grotte, il a regardé les 300 mètres de vide en dessous et il a décidé d'y bâtir un monastère.
800 ans plus tard, il est toujours là. Fouquetal s'accroche à la falaise comme une ruche blanche et ocre collée à du granit gris. Vu d'en face du gouffre, c'est un miracle visuel. Des bâtiments émergent de la roche à des angles qui semblent défier la logique structurelle. Des murs sortent de la paroi comme s'ils avaient été extrudés de la montagne elle-même. Des passages étroits, sans rambardes, relient des structures séparées par des chutes qui seraient fatales. Le monastère a été construit sans plan technique, sans équipement de relevé, sans aucune méthodologie d'ingénierie formelle. Les bâtisseurs, comme l'a documenté l'Archaeological Survey of India, lisaient le terrain comme on lit un plan. Plutôt que de creuser des fondations dans la roche, ils enfonçaient des poutres directement dans les fissures naturelles et de la paroi, utilisant la montagne comme structure porteuse principale. La construction d'origine n'utilise que de la boue, de la pierre libre et des branches de genévrier. Les pièces sont empilées et imbriquées si étroitement que le toit d'un logement devient le passage d'un autre. On marche sur le salon de quelqu'un pour atteindre une salle de prière qui repose sur la cuisine de quelqu'un d'autre. L'ensemble est un labyrinthe vertical où la gravité est à la fois l'architecte et la menace. Rejoindre Fouquetal exige une marche d'1 à 2 jours à pied par des cols de montagne. Pas de route, pas de piste pour hélicoptère, aucun accès motorisé. Les vivres arrivent à dos d'hommes ou de bêtes. Les urgences médicales se traitent sur place ou pas du tout. L'hôpital le plus proche est à plusieurs jours de marche. Environ 70 moines vivent à Fouquetal en permanence. Ils marchent sur des corniches non gardées à 300 mètres du vide, en robes et sandales. Ils font ça depuis 8 siècles. La boue qui tient les murs a gelé et dégelé des milliers de fois. Les poutres de genévrier ont été remplacées et réparées par des générations de mains. Pas de route, pas de véhicule, pas de rambarde. Juste 2 jours de marche dans la montagne pour atteindre un bâtiment collé à une falaise il y a 800 ans avec de la boue et des branches, et 70 personnes qui en ont fait leur foyer. Numéro 3. Bonifacio, en Corse. En 1817, un cartographe naval français nommé Botan-Beaupré cartographiait la côte sud de la Corse quand il est arrivé dans le détroit qui porte aujourd'hui le nom de la ville. Ce qu'il a dessiné dans ses croquis était une cité qui semblait suspendue en l'air au-dessus de la Méditerranée. Bonifacio est perché sur une falaise de calcaire blanc qui plonge d'environ 70 mètres directement dans la mer. Les maisons au bord de la falaise ne sont pas en retrait du précipice. Elles sont construites dessus. Des balcons avancent dans le vide, des fenêtres regardent droit vers les vagues qui s'écrasent sur la roche loin en dessous. Mais voilà ce qui distingue Bonifacio de toutes les autres cités de falaises au monde. Au fil des siècles, l'action des vagues a érodé la base de la falaise calcaire en la creusant vers l'intérieur. Le résultat est un porte-à-faux. Le sommet de la falaise, là où se trouvent les maisons, dépasse la base. Vu d'en bas, depuis une embarcation dans le détroit, les bâtiments paraissent flotter dans l'espace, soutenus par rien de visible. La falaise penche vers l'extérieur, les maisons penchent avec elle, et entre le pied de la roche et la mer, il n'y a rien d'autre que du calcaire creusé et des vagues qui frappent. Selon les évaluations du Bureau de recherche géologique et minière, le calcaire de la zone de Bonifacio contient des strates sédimentaires horizontales qui créent des plans de faiblesse naturelle. L'érosion marine exploite ces plans et sape progressivement la base de la falaise. Le processus dure depuis des millénaires. Il continue aujourd'hui. Les rues à l'intérieur de la ville sont étroites et sinueuses, conçues il y a des siècles pour briser la force des vents atlantiques qui baleine le détroit. Les maisons sont serrées les unes contre les autres. Dehors, la falaise s'arrête net. En dessous, les vagues continuent de creuser. Lors des grandes tempêtes, les habitants entendent l'impact des vagues contre la base de la falaise depuis l'intérieur de leur maison. Le son traverse la roche. Il fait vibrer les fondations. C'est un rappel livré par la Méditerranée elle-même. Le sol sous la ville n'est pas aussi permanent qu'il en a l'air. Les vagues qui rendent Bonifacio belle sur les cartes postales sont les mêmes vagues qui effacent lentement la falaise sur laquelle elle tient. Numéro 2. Tanah Toraja, dans l'île indonésienne de Sulawesi. En 1932, un administrateur colonial néerlandais du nom de H.R. van Eekeren est arrivé dans les hautes terres du sud de Sulawesi pour une enquête ethnographique. Ce qu'il a documenté pendant les mois qui ont suivi était si extraordinaire que ses rapports furent d'abord rejetés comme des exagérations par ses collègues aux Pays-Bas. Dans la région connue sous le nom de Tanah Toraja, quand une personne meurt, le corps n'est pas enterré. Il reste dans la maison familiale. Pas pendant quelques jours, pas pendant quelques semaines. Pendant des mois, parfois des années, le défunt est lavé, habillé, installé dans une pièce de la maison.
Les membres de la famille lui parlent chaque jour. Des repas sont déposés à ses côtés. Le mort n'est pas appelé mort. Il est appelé Tumakula, ce qui signifie le malade. Jusqu'à ce que la cérémonie funèbre soit célébrée, la communauté ne considère pas la personne comme complètement décédée. Les travaux ethnographiques conduits par l'anthropologue Kathleen Adams de l'Université Loyola à Chicago, publiés dans plusieurs études entre 1993 et 2006, montrent qu'une seule cérémonie funéraire peut durer de 3 à 7 jours et impliquer le sacrifice de dizaines de buffles d'eau, chaque animal valant des milliers de dollars. Le coût total d'un enterrement peut largement dépasser le revenu annuel d'une famille. Certaines épargnent pendant des années, d'autres s'endettent pour des générations. Après la cérémonie, les morts sont placés dans des cercueils et insérés dans des parois de falaise à plus de 100 mètres de hauteur. Les cercueils sont taillés dans des cavités naturelles et de la roche ou posés sur des balcons de bois qui dépassent de la paroi. Des effigies en bois, appelées toto, sculptées à la ressemblance du défunt, montent la garde au-dessus des sites funéraires. Leurs yeux peints regardent dans la vallée en contrebas. Mais la pratique la plus stupéfiante a lieu pendant le rituel du Manen, célébré tous les quelques ans. Les morts sont retirés de leur cercueil, leurs corps sont nettoyés, ils sont habillés de vêtements neufs et ils sont promenés à travers le village. Des familles posent pour des photographies avec leurs parents décédés. Des enfants se tiennent aux côtés de grands-parents morts avant leur naissance. Les morts sont réintroduits parmi les vivants. Non pas comme souvenir, mais comme participant à la vie communautaire. À Tanatoraja, la mort n'est pas une fin, elle n'est même pas une transition. C'est une relation continue entre les vivants et les morts, maintenue sur des années, sur des générations, et par-delà la frontière que le reste du monde considère comme définitive. Numéro 1. La maison de la rivière Drina, en Serbie. Cette histoire commence à l'été 1968 dans une petite ville de l'ouest de la Serbie appelée Bajina Bašta. Un groupe d'adolescents se baignait chaque jour après l'école dans la Drina. La rivière était large, rapide, magnifique, alimentée par la fonte des neiges du massif de la Tara. Le courant était puissant, l'eau était froide, et au milieu de la rivière, à environ 50 mètres de chaque rive, un rocher unique perçait la surface. Les garçons utilisaient ce rocher comme halte. Ils nageaient jusqu'à lui, se hissaient dessus, reprenaient leur souffle, puis replongeaient. Mais le rocher était petit, inconfortable. À peine assez grand pour que quelques-uns s'y assoient en même temps. Alors ils ont décidé d'y construire une cabane. Ils ont récupéré des planches de bois, emprunté des outils, transporté les matériaux jusqu'au rocher en petite barque, en luttant contre le courant à chaque trajet. Pendant plusieurs semaines, après l'école et le week-end, ils ont assemblé une cabane minuscule. Une pièce, une porte, une fenêtre, un toit incliné pour évacuer la pluie, juste assez grande pour qu'un groupe d'adolescents s'y retrouve. À l'abri du soleil, au milieu d'une rivière, sur un rocher dont personne d'autre ne voulait. La cabane n'avait pas d'électricité, pas de plomberie, pas d'isolation. Elle n'était reliée à rien. Elle se tenait sur un rocher au milieu d'une rivière, entourée d'eau vive de tous côtés, accessible uniquement à la nage ou en barque. Et puis la rivière l'a prise. La Drina déborde chaque printemps. La fonte des neiges déferle dans la vallée. Le niveau monte de plusieurs mètres. Le courant accélère. Des débris, des troncs, des pierres, de la boue sont charriés avec assez de force pour détruire des ponts. Une cabane de bois sur un caillou au milieu de ce torrent n'avait aucune chance. La première crue a tout détruit. Les planches ont été emportées. Le rocher a été nettoyé. Il ne restait rien. Les garçons l'ont reconstruite. La crue suivante l'a détruite à nouveau. Ils l'ont reconstruite à nouveau. Ce cycle s'est répété 7 fois maintenant. 7 destructions, 7 reconstructions, sur plus de 50 ans, couvrant la vie entière des constructeurs originaux, depuis l'adolescence jusqu'à la grand-père. La cabane a été mise en pièces par la Drina et rebâtie au même endroit, sur le même rocher, par la même communauté. La structure actuelle est modeste, des murs en bois, un toit simple, parfois un drapeau serbe flotte au bout d'un petit mât. Elle a l'air fragile, temporaire, comme si la prochaine crue allait l'emporter encore. Ce sera probablement le cas. En 2012, une photographe nommée Irene Baker a saisi la cabane dans une image qui a fait le tour du monde. La photographie montre la minuscule maison seule sur son rocher, entourée du courant vert émeraude de la Drina, avec les montagnes boisées qui s'élèvent des deux côtés. L'image a été publiée par National Geographic. Elle est apparue en couverture de magazines dans des dizaines de pays. La cabane est devenue un symbole international, mais un symbole de quoi ? Certainement pas de l'ingénierie, elle est à peine plus qu'un abri de jardin. Pas de l'architecture non plus, son design n'a rien de remarquable. Pas de la durabilité. La cabane a été détruite 7 fois.
Par n'importe quel critère objectif, la maison de Ladrina est un échec. Elle ne survit pas, elle ne dure pas, elle ne résiste pas aux forces qui s'acharnent contre elle. Ce qu'elle fait, c'est revenir. Chaque fois que la rivière gagne, quelqu'un retourne sur ce rocher. Quelqu'un charge des planches dans une barque. Quelqu'un lutte contre le courant pour atteindre un point au milieu d'une rivière où aucune maison n'a la moindre raison d'exister. Et quelqu'un la reconstruit, pas parce que la cabane est importante, mais parce que renoncer n'est pas une option pour les gens de Bajina Bashta. La rivière s'en fiche de la cabane. La rivière débordera encore le printemps prochain, et celui d'après, et celui d'encore après. Le rocher sera nettoyé à nouveau, les planches seront emportées à nouveau. Et quelqu'un, probablement les petits-enfants des garçons qui ont bâti la cabane originale en 1968, ramèneront du bois neuf, des clous neufs, et la même réponse qu'ils donnent à Ladrina depuis plus d'un demi-siècle. Non, tu n'auras pas cet endroit. Nous construisons ici, encore. 10 maisons, 8 pays, 8 siècles de refus humains d'habiter là où c'est facile. Des maisons creusées dans des cônes volcaniques par des gens qui fuyaient les armées mongoles. Un village flottant sur un lac parce que les raiders d'esclaves ne pouvaient pas traverser l'eau. Des maisons arbres à 50 mètres au-dessus du sol forestier, bâties par une tribu qui ignorait l'existence du reste du monde. Un monastère accroché à une falaise himalayenne avec de la boue et du genévrier. Et une cabane en bois sur un rocher dans une rivière serbe, détruite 7 fois, rebâtie à chaque fois. Ces foyers n'ont pas été construits là où c'était confortable. Ils ont été construits là où la survie exigeait de l'invention, là où la géographie forçait l'imagination, là où la seule alternative à un foyer impossible était l'absence de foyer. Les montagnes s'érodent, les rivières débordent, les falaises s'effritent, les vagues s'apnent. Et les gens qui y vivent dans ces endroits le savent ni mieux que personne. Ils ne sont pas naïfs, ils ne sont pas imprudents. Ils refusent simplement de laisser la planète décider où ils peuvent ou ne peuvent pas exister. Et c'est peut-être ça, le geste le plus humain qui existe. Pas la capacité de construire, mais le refus d'arrêter de reconstruire. Dites-nous en commentaire quelle maison vous a semblé la plus impossible. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que cette chaîne est faite pour vous. Activez les notifications. La prochaine vidéo vous emmènera quelque part d'encore plus improbable. On se retrouve là-bas.